J'étais assise à la table de la cuisine un dimanche après-midi quand ma tante Margaret a posé la question qui a changé quelque chose en moi. Elle préparait du café, ma mère coupait des fruits et mon frère montrait à tout le monde ses nouveaux trophées de débat alignés sur le comptoir. L'atmosphère était légère, presque agréable, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers moi avec ce sourire doux qui précède toujours les commentaires blessants. Et toi, ma chérie, tu penses faire quoi après le lycée? Peut-être une formation en esthétique ou quelque chose de pratique? Elle n'a pas dit ça méchamment, c'était pire que ça. C'était dit avec une sincérité totale, comme si elle m'aidait vraiment à voir la réalité. Ma mère n'a rien dit, mon frère a ri doucement en rangeant ses médailles. Personne n'a pensé que cette question était étrange ou cruelle. Pour eux, c'était logique. J'étais la fille calme, celle qui ne dérangeait personne, celle qui ne brillait jamais assez fort pour qu'on la remarque. Mon frère avait 1200 sur le SAT et tout le monde l'appelait un génie. Moi, je n'avais jamais partagé mon score. Pas parce que j'en avais honte, juste parce que personne ne m'avait posé la question. Ce jour-là, j'ai souri poliment, j'ai hoché la tête et je suis montée dans ma chambre. Ce qu'ils ne savaient pas n'était pas impressionnant. Le lycée devenait de plus en plus silencieux pour moi, pas parce que j'étais isolée, mais parce que j'avais appris à garder les choses pour moi. Mes amis parlaient de leur candidature universitaire, de leurs visites de campus, de leurs essais personnels. Je hochais la tête, je souriais, je posais des questions, mais je ne parlais jamais des miennes. Une fois, Jessica m'a demandé directement si j'avais postulé quelque part, et j'ai dit oui, quelques endroits, sans donner de détails. Elle a souri gentiment et a dit « C'est bien, il y a plein de bonnes écoles locales. » Je n'ai pas corrigé. Ce n'était pas de la honte, c'était juste plus facile, plus sûr, moins risqué. Si je disais la vérité et qu'on me jugeait prétentieuse, ou pire, si je ne réussissais pas, alors tout le monde saurait. Alors je préférais me taire. Les nuits étaient longues. Je travaillais sur mes candidatures après que tout le monde se soit couché. J'écrivais mes essais à 2 heures du matin. Je relisais mes recommandations sous la lumière de mon téléphone. Je vérifiais les portails des universités en silence, le cœur battant, espérant que personne ne se réveillerait et ne me poserait de questions. Une enveloppe est arrivée un jeudi matin, épaisse et lourde. Je l'ai prise avant que quelqu'un d'autre ne la voie et je l'ai glissée dans mon sac. Elle est restée là plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Les comparaisons avec mon frère sont devenues une routine. À chaque dîner de famille, quelqu'un mentionnait ses accomplissements, ses notes, ses projets, ses ambitions. Un oncle a dit une fois qu'il était le cerveau de la famille, et tout le monde a ri en étant... Les emails commençaient à arriver régulièrement. Certains étaient des refus, ce qui était normal, mais d'autres étaient différents. Ils commençaient par félicitations et contenaient des mots comme admission, bourse complète, programme d'excellence. Je les lisais seule, dans ma chambre, avec la porte fermée. Je relisais chaque phrase plusieurs fois, essayant de croire que c'était réel. Une partie de moi voulait courir en bas et tout raconter, mais une autre partie, plus grande, plus prudente, me disait d'attendre. Parce que si je le disais maintenant et qu'ils ne me croyaient pas, ou pire, qu'ils minimisaient tout, je ne saurais pas comment réagir. Alors je gardais les emails ouverts sur mon téléphone, je les relisais la nuit et je me contentais de savoir. Mon frère a finalement été accepté dans une bonne université d'État avec une petite bourse. Ma famille a organisé un dîner pour célébrer. Il y avait un gâteau, des ballons, des photos, tout le monde était fier. Moi aussi j'étais fière de lui, vraiment. Mais quand ma tante a dit « Enfin quelqu'un dans cette famille va vraiment réussir », quelque chose s'est brisé en moi. Pas de façon spectaculaire, juste un petit craquement, silencieux, intérieur. Je n'ai rien dit, mais cette enveloppe dans mon sac pesait de plus en plus lourd. Les semaines suivantes, j'ai commencé à me retirer encore plus. Pas de façon évidente, je participais toujours au repas, je répondais quand on me parlait. Un soir, tout a basculé sans que je l'ai prévu. On était encore à table et la conversation avait dérivé vers l'université. Mon oncle demandait à mon frère comment il se sentait face à ses futurs cours. Mon frère répondait avec confiance, et tout le monde l'écoutait attentivement. Puis ma tante Margaret, celle qui avait posé la question ce fameux dimanche, s'est tournée vers moi avec ce même sourire doux. « Et toi, ma chérie, tu t'es inscrite quelque part, finalement ? Il est encore temps pour les admissions tardives dans les écoles locales. » Elle pensait m'encourager, elle pensait me donner une option de secours. Mais cette fois, quelque chose en moi a refusé de rester silencieux. Pas de la colère, pas de la vengeance, juste une fatigue soudaine de porter ce poids seule.
J'ai posé ma fourchette calmement, j'ai regardé autour de la table et j'ai dit doucement « En fait, j'ai été acceptée à Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins et Northwestern. » Le silence qui a suivi n'était pas dramatique, c'était juste vide, comme si tout le monde essayait de comprendre si j'étais sérieuse. Ma mère a froncé les sourcils, mon père a arrêté de mâcher. Mon frère m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Personne n'a dit félicitations, personne n'a souri. Ils attendaient juste que je précise, que j'explique, que je prouve. Et pour la première fois, je n'en avais plus envie. Ma tante Margaret a été la première à réagir. Elle a ri nerveusement et a dit « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Les jours suivants ont été étranges. Personne ne parlait vraiment de ce qui s'était passé. Ma mère m'a demandé une fois, très doucement, pourquoi je n'avais rien dit plus tôt. Je n'ai pas su quoi répondre. Comment lui expliquer que personne n'avait jamais posé la question ? Comment lui dire que j'avais arrêté de parler parce que personne n'écoutait ? Alors j'ai juste haussé les épaules et dit « Je ne pensais pas que c'était important ». Ce n'était pas vrai, mais c'était plus facile. Mon père a essayé de rattraper les choses en organisant un dîner pour moi, mais c'était trop tard et trop forcé. Tout le monde savait que c'était une réaction, pas une célébration authentique. Mon frère est devenu distant, pas méchant, juste silencieux. Je pense qu'il ne savait pas comment se sentir. Il avait toujours été le smart one, celui sur qui tout le monde comptait, et maintenant cette identité était un peu floue. Je ne lui en voulais pas, ce n'était pas sa faute. Les attentes qu'on avait mises sur lui étaient aussi lourdes que l'invisibilité qu'on m'avait imposée. Les appels téléphoniques avec les conseillers d'orientation, les coordonnateurs de bourse, les professeurs ont continué. Cette fois, je répondais devant eux, pas pour prouver quelque chose, juste parce que je n'avais plus besoin de me cacher. Un soir, j'ai reçu la confirmation finale, une bourse complète de 180 000 $ sur 4 ans pour un programme d'excellence à Princeton. Ma mère était dans la cuisine quand j'ai lu l'email. Elle m'a regardée et a demandé si tout allait bien. J'ai juste dit oui et je suis remontée. Ce moment aurait dû être partagé, mais il était déjà trop tard pour ça. Les mois avant le départ pour l'université ont été parmi les plus solitaires de ma vie. Ma famille essayait, à leur manière, de réparer les choses. Ils posaient des questions sur mes projets, sur mes cours, sur mon logement, mais il y avait toujours un décalage, une distance que je ne savais pas comment combler. Ce n'était pas de la rancune, c'était juste que quelque chose avait changé en moi. J'avais réalisé que je n'avais pas besoin de leur validation pour exister, que ma valeur ne dépendait pas de leur capacité à me voir. Ma tante Margaret m'a appelée une fois pour s'excuser. Elle pleurait au téléphone, disant qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, et je le pensais vraiment. Elle n'était pas le problème. Le problème, c'était un système entier de suppositions, de rôles assignés, de silences acceptés. Un système dans lequel j'avais été invisible, non pas parce que je n'étais pas brillante, mais parce que personne n'avait pensé à regarder. J'ai commencé à préparer mes affaires seule. J'ai acheté des draps, des fournitures, des livres. Ma mère a proposé de m'aider, mais je lui ai dit que ça allait. Ce n'était pas pour la punir, c'était juste que j'avais appris à faire les choses seule, et que c'était devenu naturel. Le jour avant mon départ, mon père m'a donné une enveloppe avec un peu d'argent. Il n'a rien dit, il a juste haussé la tête. Mon frère m'a serré dans ses bras et a murmuré « Je suis désolée ». Je ne sais pas pourquoi il s'excusait, mais j'ai accepté. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être comprises. L'université a été une renaissance. Pas parce que c'était parfait, mais parce que pour la première fois, j'étais vue. Mes professeurs connaissaient mon nom, mes camarades me posaient des questions, écoutaient mes réponses, débattaient avec moi. J'avais une place, pas parce que je l'avais arrachée, mais parce qu'elle m'avait été donnée sur la base de ce que j'avais accompli. Les premières semaines, je me réveillais parfois en panique, croyant que c'était une erreur, que quelqu'un allait réaliser que je n'aurais jamais dû être là. Mais personne n'a jamais remis en question ma présence. Au contraire, on m'a proposé des opportunités, des projets de recherche, des postes d'assistante, des groupes d'études avancées. J'ai été invitée à rejoindre Phi Beta Kappa en 3e année. J'ai gradué avec les honneurs. Rien de tout ça n'était un miracle, c'était juste le résultat du travail que j'avais toujours fait, mais cette fois dans un environnement qui le reconnaissait. Je rentrais chez moi pour les vacances, mais de moins en moins souvent. Pas par colère, mais parce que ma vie était ailleurs maintenant, parce que j'avais construit quelque chose qui m'appartenait vraiment. Ma famille était fière, je le voyais, mais cette fierté était teintée de quelque chose d'autre, de regret peut-être, ou de confusion.
Il ne savait pas comment j'étais devenue cette personne, parce qu'il n'avait jamais vraiment su qui j'étais au départ. Après l'université, j'ai été acceptée dans un programme de doctorat entièrement financé. 6 ans de recherche, de publications, de conférences internationales. Mon nom a commencé à apparaître dans des revues académiques. Des collègues que je respectais connaissaient mon travail avant de me rencontrer. J'ai obtenu des postes que je n'aurais jamais osé imaginer quand j'étais cette fille silencieuse à la table de la cuisine. Ma carrière a décollé doucement mais sûrement, avec un salaire à 6 chiffres et une reconnaissance dans mon domaine. Mais ce qui comptait le plus, ce n'étaient pas les chiffres ou les titres, c'était le fait que j'avais construit tout ça moi-même, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit que j'en étais capable. Je n'ai jamais oublié ce dimanche après-midi, cette question posée avec bienveillance, ce sourire doux qui cachait une condescendance inconsciente, cette supposition que j'étais limitée, ordinaire, sans ambition. Parfois, je repense à cette fille qui cachait des lettres d'acceptation dans son sac, qui lisait des emails de bourse en silence, qui attendait qu'on lui pose la question, mais qui n'a jamais été interrogée. Je ne lui en veux pas d'avoir gardé le silence. Je comprends maintenant que ce silence était une protection, une façon de survivre dans un espace qui ne lui faisait pas de place. Et je suis reconnaissante qu'elle ait tenu bon, qu'elle n'ait pas abandonné, même quand personne ne regardait. Ma relation avec ma famille s'est apaisée avec le temps, mais elle n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Comment pourrait-elle ? On ne peut pas revenir en arrière après avoir réalisé certaines vérités. Ils m'appellent régulièrement maintenant. Ils demandent des nouvelles de mon travail, ils partagent mes publications sur les réseaux sociaux. Ma mère garde des coupures de presse où mon nom apparaît. Mon père raconte à ses amis ce que je fais, avec une fierté qui sonne vraie, mais tardive. Mon frère et moi avons trouvé une nouvelle dynamique, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la comparaison. Il a réussi à sa manière, dans son domaine, et je suis sincèrement heureuse pour lui. Mais il y a toujours ce décalage, cet espace entre ce qui aurait pu être et ce qui est vraiment arrivé. Les dîners de famille sont plus calmes maintenant. Personne ne fait de suppositions sur qui je suis ou ce que je peux accomplir. Ils posent des questions, ils écoutent les réponses, ils hochent la tête avec attention. Mais parfois je vois dans leurs yeux cette question silencieuse. Comment avons-nous pu ne pas voir ? Comment avons-nous pu passer à côté de tout ça ? Je n'ai jamais donné de réponse directe, parce que la vérité c'est qu'ils ne cherchaient pas, ils avaient déjà décidé, et je n'étais pas celle qui pouvait changer leur regard. Seulement le temps et les preuves irréfutables ont pu faire ça. Aujourd'hui, je vis à des centaines de kilomètres de cette maison. Je rentre parfois, pour les grandes occasions, pour maintenir le lien, mais ma vraie vie est ailleurs, dans mon bureau, dans mes recherches, dans les conversations avec des collègues qui me connaissent vraiment. J'ai construit une existence où je ne suis plus invisible, où mes silences sont choisis et non imposés. Je ne raconte pas cette histoire pour impressionner ou pour me venger, je la raconte parce qu'elle est vraie et parce que je sais que quelque part, il y a une autre fille silencieuse à une table de cuisine qui reçoit des lettres qu'elle ne partage pas, qui travaille tard dans la nuit pendant que tout le monde dort, qui se demande si elle est folle de rêver aussi grand. Je veux qu'elle sache qu'elle n'est pas folle, que son silence peut être une force, que l'invisibilité est temporaire si elle continue à avancer. Les gens qui doutent de toi ne sont pas tes ennemis, ils sont juste aveugles, limités par leur propre perception. Tu ne leur dois rien, ni explication, ni preuve, ni performance. Tu te dois juste à toi-même de continuer, de croire, de construire, même quand personne ne regarde. Parce qu'un jour, ils regarderont. Pas parce que tu leur as exigé, mais parce qu'ils ne pourront plus faire autrement. Ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas de la colère. C'est une paix étrange, douce, un peu mélancolique. Je ne cherche plus leur validation. Je ne rêve plus de moments de révélation dramatique où tout le monde comprendrait enfin. Ça s'est déjà produit et ça n'a pas tout résolu. Ce qui compte, c'est que je me suis trouvée, que j'ai appris à me faire confiance, à me valoriser, à construire une vie qui me ressemble vraiment. Mes diplômes sont accrochés dans mon bureau, mais je ne les regarde presque jamais. Ils ne sont plus des preuves à brandir, ils sont juste des étapes, des marqueurs d'un chemin que j'ai parcouru seule avant de trouver ma communauté.
Parfois, je reçois des messages de jeunes femmes qui ont entendu parler de mon parcours, qui me demandent des conseils. Je leur réponds toujours. Je leur dis de garder leurs secrets si elles en ont besoin, de protéger leurs rêves jusqu'à ce qu'ils soient assez solides pour résister aux doutes des autres, de ne jamais laisser les suppositions des gens définir leurs limites, et surtout de se rappeler que le silence n'est pas une faiblesse. C'est parfois la chose la plus puissante qu'on puisse choisir, en attendant le bon moment, en attendant d'être prête, en attendant que notre propre voix soit assez forte pour qu'on n'ait plus besoin de crier. Ce dimanche après-midi semble si loin maintenant, mais il m'a appris quelque chose d'essentiel, que je n'ai jamais eu besoin de leur permission pour devenir qui je suis. Je l'avais déjà en moi, il suffisait juste d'attendre, de travailler et de laisser le temps faire son œuvre. Et maintenant, quand ils me regardent, ce n'est plus avec des suppositions ou des doutes, c'est avec une sorte de respect silencieux, teinté de regret. Ils doutent de moi en silence maintenant, non pas parce qu'ils pensent que je ne peux pas réussir, mais parce qu'ils ne savent plus qui je vais devenir ensuite. Et honnêtement, moi non plus. Et c'est exactement comme ça que je veux que ce soit.